Monsieur le sénateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mon cher collègue, la tradition hellénique, helléniste, hellénistique, hellénisante est l'une des plus anciennes de notre maison. Vous rejoignez aujourd'hui ces rangs parmi nous. Mais une autre tradition de cette maison veut que la tradition même soit vue d'un œil original, singulier, particulier. Quel est donc votre œil, mon cher collègue? Si vous me permettez de me référer à un passé dont je ne préciserai pas l'âge, par affection pour vous et pour moi aussi, lorsque, venu d'une lointaine province, j'entrais dans une école qui devait nous devenir commune, on me parla d'un personnage mystérieux qui s'adonnait aux monnaies et médailles et qui portait le nom de Georges Le Rider. C'était vous. Balayant mentalement d'un revers de main les mauvaises et fausses monnaies, je veux dire celles de cuivre, de billon et même de bronze, je vous imaginais tout de suite les mains plongées dans des trésors d'or et d'argent, dans une salle aux murs nus, mais où s'étalaient sur votre table ces trésors, en effet, que vous étudiez. Très vite, tout de même, je rectifiais l'image, grâce à vous, à ce que vous m'en avez dit, à ce que vous avez écrit, à votre carrière, et je m'aperçus que la monnaie n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Ces monnaies, bien sûr, sont la source de passions, d'émotions esthétiques, mais elles sont d'abord un irremplaçable trésor pour la connaissance. Ces monnaies, on les lit. On lit en effet sur elles des histoires de politique, de dynastie. Mais aussi on les pèse, on les évalue. On étudie leur aloi, leur quantité. On cherche à deviner au-delà d'elles ce qui a pu faire la richesse et pourquoi pas le bonheur des hommes. Mais suffisent-elles? Certainement pas. Vous avez ajouté à leur étude celle des textes, des inscriptions, des monuments, des fouilles archéologiques. Et de tout cela, vous avez composé un trésor que vous nous livrez aujourd'hui sous le titre d'Histoire économique et monétaire de l'Orient hellénistique. Nous sommes à la porte de ce trésor, et vous, à l'intérieur, avec lui, nous allons vous demander de nous en ouvrir les portes. Vous nous souhaiterez, du moins je le suppose, la bienvenue. Et nous, vos collègues et moi-même, nous vous dirons en retour bienvenue au Collège de France, bienvenue en votre maison, car entre-temps il se sera passé quelque chose, c'est que ce trésor qui était le vôtre, par le fait même de votre élection, nous nous le serons annexé. Je vous remercie, mon cher collègue. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, en me faisant l'honneur de m'accueillir parmi eux, les professeurs du Collège de France m'ont donné l'occasion, par cette leçon inaugurale, d'exposer la représentation que je me suis faite de la monnaie et des systèmes monétaires dans l'Antiquité classique. On ne devra pas s'étonner que, malgré ma prédilection pour l'époque hellénistique, je donne ce soir une large place au premier temps de la monnaie. Les continuités, en effet, sont tellement fortes d'une période à l'autre que la politique monétaire des successeurs d'Alexandre ne peut être appréciée à sa juste valeur que si l'on mesure exactement la part de tradition qu'elle comporte. Le terme de monnaie peut s'appliquer à tout objet ayant servi à évaluer les biens comparativement et à faciliter ainsi les échanges de toutes sortes. Un grand nombre d'objets différents ont tenu, selon les lieux et les époques, le rôle de monnaie. Je ne citerai que quelques exemples, m'en tenant au monde méditerranéen et moyen-oriental.
En Mésopotamie, au deuxième millénaire, on utilisa comme monnaie les céréales. Le signe pictographique qui désignait le prix avait la forme d'un récipient contenant du grain. Chez Homère, le bœuf sert de monnaie. Le bétail apparaît un peu partout comme moyen de compte, en Grèce, à Rome, chez les Celtes. En Crète, au VIe et au Ve siècle, des inscriptions sur pierre mentionnent des paiements en chaudron et en trépied. Ce genre d'objets forgés et ouvragés, en effet, ont eu parfois aussi un rôle monétaire. Dans d'autres contrées, le long de l'Euphrate, en Babylonie, en Iran occidental, on se servait de simples anneaux ou de lingots en métal brut. Quant à la monnaie à laquelle nous pensons spontanément, c'est-à-dire la pièce de métal portant le nom et les types de l'autorité émettrice, elle a pris naissance dans l'Asie mineure, en Lydie, vers la fin du 7e siècle avant notre ère. Cette forme de monnaie métallique fut le moyen prédominant d'évaluation et d'échange dans l'Antiquité classique, le Moyen Âge, les temps modernes. Elle a gardé tout son prestige jusqu'au début de notre XXe siècle, malgré la concurrence grandissante du papier-monnaie. Sa disgrâce a été précipitée par le développement de la monnaie scripturale et l'usage étendu que nous faisons aujourd'hui de la monnaie électronique. La monnaie métallique est désormais confinée dans le rôle modeste de monnaie d'appoint. Mais nous ne devons pas oublier son glorieux passé, ni la quasi-exclusivité dont elle a joui pendant plus de 2 millénaires. Revenons à l'époque de sa naissance et examinons dans quelles conditions elle a été créée. On a longtemps mis cet événement en relation avec l'essor des cités grecques archaïques. D'un point de vue chronologique, il n'y aurait pas d'invraisemblance à cela. C'est bien à la fin du 7e siècle, donc en plein âge archaïque, que les premières monnaies nouvelles manières ont fait leur apparition. D'un point de vue historique, la mise en place de la cité pourrait avoir constitué une occasion particulièrement favorable à l'introduction de cette nouvelle forme de monnaie. L'organisation juridique et sociale de ces communautés aurait appelé un moyen d'échange plus commode et plus sûr. On mentionne d'ordinaire le passage où Aristote explique comment, dans la cité, la monnaie a été un instrument de justice sociale. Elle a permis, dit-il, d'évaluer proportionnellement le travail des divers artisans et d'introduire une juste réciprocité dans les rapports sociaux. En suivant le mode de pensée d'Aristote, on est parfois allé très loin, jusqu'à présenter cette monnaie nouvelle manière comme une sorte d'expression nécessaire de la cité dans sa période de formation. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas dans les cités archaïques grecques qu'est née la monnaie métallique au type de l'autorité émettrice. La documentation archéologique ne laisse pas de doute. Cette invention est due à un roi non grec, le roi de Lydie. C'est lui qui, le premier, eut l'idée d'apposer son sceau sur un disque de métal. Cet événement se situe à la fin du 7e siècle. Selon que l'on préfère une date vers 625 ou une date proche de 600, on attribuera l'invention au roi Ardys ou au roi Aliatès. De sa capitale de Sardes, au bord du fleuve Pactole, ce roi régnait sur un grand royaume qui venait d'annexer les domaines du roi Midas en Phrygie. Le roi de Lydie dominait ainsi l'Asie mineure occidentale et centrale,
Et le dernier représentant de la dynastie, Crésus, est demeuré fameux à plus d'un titre dans la tradition monétaire. Comment expliquer l'initiative prise par le roi de Lydie? Et tout d'abord, pourquoi a-t-il choisi des morceaux de métal comme support de son emblème? On peut conjecturer que les groupes sociaux ayant atteint un certain degré d'organisation avaient renoncé depuis longtemps à utiliser comme monnaie des objets aussi encombrants et lourds que les bœufs et les trépieds. D'autre part, il est notable que des communautés urbaines prospères, voisines de la Lydie du côté de l'Orient, avaient comme monnaie depuis des siècles des lingots métalliques, notamment des lingots d'argent, car elles avaient reconnu la supériorité de ce métal sur les autres. L'argent, en effet, possédait une forte valeur intrinsèque et permettait de conserver des sommes élevées sous un faible volume. Il était inaltérable, il offrait une grande maniabilité, puisqu'il pouvait être découpé en autant de morceaux qu'on le désirait, selon des poids précis. Les communautés urbaines auxquelles je viens de faire allusion étaient situées en Mésopotamie et en Babylonie. Grâce aux travaux des archéologues français, nous connaissons bien aujourd'hui la ville de Marie sur l'Euphrate. Elle était dotée depuis la fin du IIIe millénaire d'une organisation sociale raffinée et ses habitants pratiquaient le commerce sur une large échelle dans tout le pays. Les textes cunéiformes attestent qu'elle utilisait comme monnaie des lingots métalliques. Au début du premier millénaire, ce moyen d'échange était pratiqué par l'ensemble de ces contrées. Un trésor du 7e siècle, trouvé dans une fouille britannique de 1967 en Iran occidental, non loin de Hamadan, l'ancienne Ecbatane, nous donne la possibilité de nous représenter visuellement cette monnaie lingot. Il s'agit de morceaux d'argent assez soigneusement étalonnés quant au poids. Aucun d'entre eux ne porte de type, leur surface est lisse. Il est dans ces conditions impossible de déterminer où et quand ces lingots ont été fabriqués. On en déduirait volontiers que cette monnaie anonyme était mise en circulation sans l'intervention directe de l'autorité politique. Les garanties se rapportant au titre du métal, au poids, en un mot à la valeur du lingot, devaient être fournies par des personnages faisant office de changeurs. On peut supposer que les rois de ces communautés mésopotamiennes, absorbés par leur activité guerrière, laissaient à une catégorie de leurs sujets les préoccupations de caractère commercial. Le système de la monnaie lingot anonyme avait fait ses preuves pendant près d'un millénaire dans ces régions actives et socialement très avancées qu'étaient la Mésopotamie et la Babylonie. La position du sceau personnel du roi de Lydie sur des lingots du même genre apparaît donc comme un événement particulièrement remarquable. Dira-t-on que ce roi chercha seulement à rendre les échanges plus faciles en garantissant clairement la valeur des pièces en circulation? Une telle interprétation, à mon avis, passerait à côté de l'essentiel. Si l'initiative du roi de Lydie rencontra le succès prodigieux que l'on sait, c'est parce qu'elle donnait à la monnaie un statut nouveau. L'instrument anonyme qu'était la monnaie lingot se trouvait remplacé par un instrument officiel. Le souverain s'appropriait la monnaie en la frappant de son sceau. Il faisait de la monnaie une prérogative du pouvoir et désormais toute atteinte à cette prérogative
constituait un crime de lèse-majesté et était puni de mort. La monnaie appartenait à l'État et à lui seul. D'emblée, les conséquences de cette transformation furent si avantageuses pour l'autorité politique, j'y reviendrai dans un instant, que la nouvelle forme de monnaie fut bientôt adoptée partout et a traversé les siècles jusqu'à nous. La diapositive que vous avez sous les yeux montre un exemplaire de la première monnaie lydiane. Elle est en électrum, un alliage d'or et d'argent dont il existait un gisement au sud de Sardes, dans la montagne. Le pactole en charriait des paillettes dans son cours. L'électrum ne fut pas employé très longtemps. Crésus y renonça et frappa bientôt en or pur et en argent pur. La tête de lion, là-haut, qui orne notre monnaie, est l'emblème de la dynastie lydienne qui prétendait descendre d'Héraclès. Au revers, ces monnaies ont un carré creux, mais bientôt ce carré creux cédera la place à un type et à une légende. En cette fin du 7e siècle, sur ces toutes premières monnaies, la tête de lion si manifeste suffisait à faire comprendre immédiatement, sans autre précision, qu'il s'agissait des monnaies du roi de Lydie. Pour nous, modernes, l'examen de cette tête de lion conduit encore à d'autres réflexions. Vous observerez que la gueule de lion, grande ouverte, ne montre aucune trace de langue et que la racine du nez est ornée d'un globule rayonnant, d'un disque rayonnant. Ces caractéristiques évoquent notamment certaines images de lions assyriens du 8e et du 7e siècle. Les Lydiens, depuis qu'ils avaient conquis le royaume phrygien, se trouvaient en communication directe avec la Syrie. Ils avaient pu se familiariser avec l'usage que faisaient les Assyriens des lingots de métal comme moyen d'échange. Lorsque, par un trait de génie, le roi lydien transforma ces monnaies lingots anonymes en monnaies nouvelle manière, c'est peut-être aussi à l'Assyrie qu'il emprunta les traits stylistiques de la tête de lion dont il orna ses premières pièces. J'ai qualifié de trait de génie la décision du roi de Lydie. L'expression n'est pas trop forte, car il avait créé un outil qui non seulement allait lui apporter un substantiel profit, mais devait accroître sa puissance. Le profit matériel ne faisait pas de doute. Des redevances étaient perçues auparavant à titre privé pour la mise en circulation des lingots et les expertises concernant la qualité du métal. Ces redevances étaient remplacées désormais par des taxes royales exigées pour la frappe de la monnaie et la garantie de valeur qu'apportait le sceau du roi. Elles fournissaient au souverain des revenus non seulement considérables, mais constamment renouvelés. En outre, l'appropriation de la monnaie ouvrait d'autres perspectives tout aussi appréciables. Les pièces véhiculeraient l'emblème du roi, bientôt son portrait et son nom, et proclameraient ainsi sa souveraineté. Le roi apparaîtrait d'autre part comme le détenteur par excellence de la richesse, et son prestige s'en trouverait renforcé. Enfin, la maîtrise de la circulation monétaire dans son royaume lui offrirait des possibilités d'intervention inconnues jusqu'alors. Mon analyse est confirmée par un témoignage très explicite. Au IIe siècle avant notre ère, une ville des Dardanelles, Sestos, honora un de ses citoyens qui avait exercé avec dévouement plusieurs charges
et en particulier celle de magistrats préposés à la monnaie. Cet homme est félicité, dans l'inscription qui le nomme, pour avoir parfaitement organisé la frappe d'une émission monétaire qui avait été décidée, dit le texte, pour que la cité ait son emblème imprimé sur des pièces et qu'elle perçoive le profit qu'apporte la frappe de la monnaie. Souveraineté et gloire d'un côté, profit de l'autre, on ne saurait être plus clair. Ces notions sont demeurées étroitement liées à la monnaie jusqu'à nos jours. Le terme de seigneuriage est éloquent. Son sens spécialisé est le montant de la taxe perçue par toute puissance émettrice de monnaie. Son sens premier est celui de souveraineté. Tout récemment, un débat passionné s'est élevé autour de notre future monnaie européenne. Il avait été prévu qu'elle porterait seulement le nom et les symboles de l'Europe. Devant l'opposition qui se manifesta au nom des souverainetés et des identités nationales, il fut décidé que seul un côté de la pièce serait attribué à l'Europe et que l'autre côté présenterait le nom et l'emblème de l'État émetteur. Les successeurs du roi de Lydie dans le monde méditerranéen et oriental surent à toutes les époques exploiter à fond les possibilités qu'il leur avait fournies grâce à l'outil monétaire dont il fut le créateur. C'est vu sous cet angle que la monnaie s'inscrit dans l'histoire politique et financière des États anciens et modernes et qu'elle apparaît comme l'un des rouages essentiels des comportements économiques. C'est en approfondissant cette vision des choses que je veux tenter d'apporter ma contribution à l'histoire de la période hellénistique. Mais avant d'aborder cette période, j'évoquerai brièvement les monnayages des cités archaïques et classiques de Grèce propre, d'Asie mineure, d'Italie du Sud et de Sicile. Il fallut attendre une cinquantaine d'années pour que la monnaie inventée par le roi de Lydie fût adoptée par Égine, Athènes et Corinthe. L'usage s'en répandit rapidement ensuite dans toute la Grèce. La frappe d'une telle monnaie aida sans aucun doute les cités à surmonter des crises politiques et sociales. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est parce que la monnaie était devenue la propriété de l'État que les cités ont pu éventuellement l'utiliser pour affermir leur autorité et résoudre financièrement des tensions internes. Je ne m'attacherai pas à ces vicissitudes et me placerai dans une perspective plus générale. Pour les cités, l'émission de monnaie était tout d'abord une manifestation de souveraineté. Les pièces en argent et bientôt aussi en bronze portaient le nom des habitants de la cité et l'image de leur divinité protectrice. De ce fait, seules les cités jouissant de la liberté pouvaient frapper des monnaies, en particulier des monnaies en métal précieux. Prenons d'abord un exemple sans équivoque. Les citoyens de Délos, au temps de leur indépendance, avaient émis des monnaies d'argent. Lorsque, en 166, par la faveur des Romains, les Athéniens devinrent les maîtres de l'île de Délos, leur premier soin fut de supprimer le numéraire délien et de le remplacer par le numéraire athénien. Un second exemple montre que certaines situations étaient moins simples, mais que le principe qui vient d'être exposé reste valide. Au IVe siècle, en 387, le roi perse Artaxerxès proclama sa domination sur les cités grecques d'Asie. Or,
un bon nombre d'entre elles, notamment Éphèse, continuèrent à émettre de beaux monnayages d'argent. Faut-il penser que le grand roi n'attachait aucune importance à ces émissions monétaires, qu'elles ne constituaient pas à ses yeux une manifestation d'indépendance? Je ne le crois pas. Je suis convaincu que le privilège de frapper monnaie dont jouissait Séville atteste le haut degré de liberté que le roi avait dû leur concéder. En échange, elles acceptaient une sorte de protectorat qui ne compromettait pas ce qui, pour elles, était l'essentiel. Je dirais que le grand roi avait établi avec ces cités des relations de caractère plus contractuel que souverain. L'historien de l'Antiquité verra donc dans tous ces monnayages une source d'information sur la situation politique des villes du monde grec. Il va de soi qu'une cité indépendante a pu ne pas frapper monnaie pour une raison ou pour une autre, mais quand une cité a procédé à une émission monétaire, on en déduira qu'elle était souveraine ou, du moins, qu'elle jouissait d'un statut privilégié. En outre, pour les cités, comme jadis pour le roi de Lydie, frapper des monnaies apportait un profit. Ces communautés, le plus souvent modestes, étaient toujours en quête de ressources et l'aspect fiscal du monnayage les a nécessairement intéressés au plus haut point. Tout d'abord, le fait même de frapper monnaie leur apportait un avantage. Il était admis en effet que l'État émetteur prélevait sur chaque émission une taxe qui englobait son propre bénéfice et les frais de manufacture. Dans le français d'autrefois, le bénéfice de l'État était désigné, comme je l'ai dit plus haut, par le terme de seigneuriage et les frais de manufacture par le terme de brassage. Le total de la taxe perçue s'appelait le rendage. À Athènes, au 5e siècle avant notre ère, le rendage était de 5%. Outre ce premier avantage, la cité en recueillait un autre en exigeant, selon son droit souverain, qu'on utilisât exclusivement sa monnaie dans les limites de son territoire. Tout marchand étranger, quand il arrivait aux portes de la cité, devait normalement procéder à des opérations de change. Le change, qu'il soit public ou affermé, a toujours enrichi les caisses de l'État, hier comme aujourd'hui, sous toutes les latitudes. Pour une cité comme Athènes, dont le monnayage avait une réputation universelle, le danger résidait dans les imitations fabriquées un peu partout, et notamment en Égypte, en Phénicie et en Asie mineure, d'où venait au Pirée une foule de commerçants. Les imitations pouvaient être de bon argent et de bon poids. Ce n'était pas ce qui importait. Le problème était que si elles étaient introduites en Attique et passaient pour des monnaies athéniennes, elles échappaient au contrôle du trésor athénien et lui enlevaient une part de son revenu monétaire. Aussi, les agents du fisc pourchassaient-ils vigoureusement ces imitations. Une inscription d'Athènes du IVe siècle rappelle avec solennité que seule la monnaie authentiquement athénienne a cours sur le territoire et nous fait assister au travail du vérificateur des monnaies qui, installé sur l'agora, avait pour tâche d'empêcher l'utilisation de toutes les imitations qu'il pouvait déceler. Ce texte met en lumière le zèle avec lequel les cités antiques protégeaient leur numéraire, précieux dispensateur de revenus. Nous voici arrivés à l'époque hellénistique, qui s'ouvre avec le règne d'Alexandre à la fin du IVe siècle
et se termine avec la bataille d'Actium en 31. Cette époque est marquée par l'apparition de grandes monarchies issues des conquêtes d'Alexandre, et je porterai mon attention dans cet exposé d'une part sur la monarchie lagide, celle des Ptolémées, qui régnèrent en Égypte, en Phénicie, en Syrie du Sud et à Chypre. D'autre part sur la monarchie séleucide, dont le pouvoir s'étendit sur l'Asie mineure, la Syrie du Nord, la Mésopotamie et l'Iran. Ces monarchies atteignirent le faîte de leur puissance au IIIe siècle. Elles déclinèrent plus tard sous le coup des Romains et par suite de rivalités internes. C'est au IIIe siècle que le comportement des souverains apparaît avec le plus de clarté. Leurs expéditions militaires, que les historiens anciens nous ont rapportées avec complaisance, et leur travail d'organisation interne qui nous est révélé par la documentation archéologique, mettent en lumière leur objectif ultime qui se résumait en deux mots, puissance et richesse. Mon propos est de montrer comment les souverains firent de la monnaie l'un des instruments essentiels de leur politique. Soulignons d'abord que le pouvoir du roi, issu de la victoire et de la conquête, était absolu et personnel. Le roi personnifiait la loi, il régnait sur d'immenses territoires qui leur appartenaient en propre. Il n'avait que des sujets. Il s'appuyait pour régner sur un groupe de familiers, appelés officiellement ses amis, et sur son armée. Il entretenait avec les cités de sa mouvance les relations de suzerain à vassal. Cette situation, fragile sans doute, mais autorisant aussi longtemps qu'elle se maintenait toutes les entreprises, permit aux rois hellénistiques de se consacrer à leur ambition. L'analyse que je propose de leur système monétaire montre que, à cette fin, ils poussèrent jusqu'à l'extrême les moyens d'action que leur procurait la monnaie. Ils exploitèrent tout d'abord le premier aspect de la monnaie que j'ai décrit. La monnaie fut pour eux, comme au siècle précédent, une expression de souveraineté et une affirmation de prestige. Ils placèrent en effet leur portrait diadémé, au droit des piastres, ce que n'avaient fait ni le roi de Perse, ni le roi de Macédoine Philippe II, ni Alexandre lui-même. Désormais, non seulement la monnaie proclamait l'autorité du roi, mais elle rendait la personne royale présente et vivante. Elle devenait un instrument de propagande plus efficace. Cette diapositive montre un tétradrachme en argent de Ptolémée Ier, le roi d'Égypte. Son visage est expressif, vous le voyez. Sa tête est ceinte du diadème qui symbolise la victoire et le pouvoir. Au revers, le nom du roi et son titre de basileus encadrent un aigle debout sur un foudre, aigle et foudre étant les symboles de Zeus, le protecteur de la dynastie. Cette autre diapositive montre un tétradrachme d'argent du roi séleucide Antiochos II. Son visage, lui aussi, a été gravé avec art, et le revers porte, outre le nom et le titre d'Antiochos, l'image du dieu protecteur des Séleucides, Apollon assis sur son omphalos. Les Ptolémées et les Séleucides frappèrent aussi de grosses monnaies d'or, surtout les Ptolémées qui possédaient des gisements aurifères
le long de la mer Rouge et en Nubie, où une mission archéologique vient de découvrir les traces d'installations minières remontant à l'Antiquité. Ces grosses monnaies d'or, d'une taille et d'un poids inusités, montrant le portrait du roi, ne pouvaient que contribuer à augmenter le prestige des souverains. Dans l'exploitation de l'autre aspect de la monnaie comme source de revenus, les Lagides et les Séleucides firent également preuve d'un grand esprit d'initiative à la mesure de leur royaume et du pouvoir dont ils disposaient. Je parlerai d'abord des Lagides, pour lesquels la documentation est plus riche que pour les Séleucides. En effet, ce que nous savons du comportement monétaire des rois séleucides nous est apporté essentiellement par l'étude des monnaies elles-mêmes et en particulier par l'examen des trésors qui nous renseignent sur la circulation des espèces à l'intérieur du royaume. En ce qui concerne les Lagides, non seulement nous avons le témoignage des monnaies, mais nous sommes aidés par tout ce que les papyrus nous apprennent sur la frappe des pièces, les problèmes de change, les transactions diverses, l'utilisation de la monnaie d'or ou d'argent et de la monnaie de bronze. Ces informations de première main sont particulièrement précieuses. Le Lagide Ptolémée Ier devint maître de l'Égypte en 323 à la mort d'Alexandre. Il prenait possession d'un pays aux frontières naturelles constituées par des mers et des déserts, donc facile à surveiller et à défendre. La population, en majorité agricole et répartie dans la vallée du Nil, avait été habituée par les pharaons à un dirigisme étatique, plus ou moins pesant selon les périodes, mais toujours présent dans la gestion du patrimoine et dans les affaires commerciales. En outre, aucune cité grecque, capable de faire connaître une autre forme de gouvernement, n'avait été fondée en Égypte. Les marchands grecs étaient autorisés à fréquenter seulement Naucratis sur la branche occidentale du delta du Nil. Ptolémée allait profiter de ces conditions extrêmement favorables à l'exercice du pouvoir absolu. De sa capitale d'Alexandrie, il régna sur un pays indigène relativement isolé du reste du monde. La principale monnaie qui circulait à cette époque en Grèce et en Orient était celle d'Alexandre. Le grand conquérant en avait frappé des quantités énormes, grâce à la masse d'or et d'argent qu'il avait saisie dans les trésors perses. Cette monnaie eut un tel prestige qu'après la mort d'Alexandre, ses successeurs et même certaines cités continuèrent à la frapper, émettant ce que nous appelons familièrement des Alexandres. Ce numéraire fut la grande monnaie du monde méditerranéen pendant tout le IIIe siècle et encore au début du IIe siècle. Ptolémée Ier fut le seul des successeurs d'Alexandre à se détacher complètement de cette monnaie. Avec discrétion d'abord, puis de façon de plus en plus affirmée, il prit ses distances et, peu avant 300, non seulement il frappait sa propre monnaie, celle que vous avez vue sur l'écran, mais il excluait de ses territoires la monnaie d'Alexandre. L'examen des trésors montre qu'à partir de 300, aucune monnaie autre que celle de Ptolémée ne circulait dans les possessions lagides. En même temps qu'il adoptait cette mesure protectionniste de grande envergure, Ptolémée prit une décision tout aussi notable. Il donna à sa monnaie un poids inférieur de 20% au poids de la monnaie d'Alexandre. Cette décision consommait la rupture entre les deux monnaies, mais elle ouvrait aussi la voie à la mise en place d'un système élaboré.
Tout laisse penser en effet qu'à leur arrivée en territoire lagide, les négociants étrangers, qui avaient sur eux essentiellement des Alexandres, recevaient au moment du change un tétradrachme de Ptolémée contre un tétradrachme d'Alexandre. Le trésor royal faisait sur chaque pièce d'argent un bénéfice de 20%, encore accru par ce que rapportait l'opération même du change. Mais, dira-t-on, les marchands étrangers étaient-ils prêts à payer cette taxe de 20% au trésor lagide, alors qu'ailleurs, une telle taxe n'existait pas? Pour que le système pût fonctionner, il fallait que les prix en Égypte fussent nettement moins élevés que dans les autres contrées. Il fallait que les marchands puissent acheter en Égypte avec un tétradrachme de Ptolémée ce qu'ils achetaient ailleurs avec un tétradrachme d'Alexandre. On peut conjecturer que les Ptolémées réussirent pleinement à maintenir des prix compétitifs. Au IIIe siècle, en effet, Alexandrie était devenue, selon le mot de Strabon, le comptoir du monde. La vocation exportatrice de l'Égypte s'y manifestait dans tout son éclat. Les produits offerts étaient des plus variés, allant du blé au papyrus, en passant par l'ivoire, les parfums et les aromates, les textiles, les objets d'art. Comment le roi Lagide pouvait-il maintenir des prix attrayants pour les étrangers? La tâche lui était facilitée par le fait qu'il s'était approprié toute une série de monopoles et qu'il était le principal exportateur. Il pouvait donc surveiller lui-même les prix d'achat à la production et les prix de vente. Toutefois, un danger était menaçant. L'afflux des marchands étrangers obligeait normalement le roi à frapper une quantité considérable de monnaie pour répondre à la demande dans les bureaux de change. Ces monnaies, lorsqu'elles se répandaient dans le pays, ne pouvaient que favoriser la consommation, donc la montée des prix. Pour lutter contre ce risque d'inflation, les Ptolémées prirent successivement deux mesures. Tout d'abord, l'étude des émissions monétaires montre sans ambiguïté que les souverains, dès le règne de Ptolémée II, contrôlèrent sévèrement leur production de monnaie en métal précieux pour ne pas dépasser le strict nécessaire. Un papyrus du milieu du IIIe siècle décrit la mauvaise humeur des négociants étrangers qui se plaignent de perdre leur temps à Alexandrie. Les bureaux de change, en effet, n'ont plus une seule monnaie ptolémaïque. Les marchands doivent attendre que l'atelier monétaire ait procédé à une nouvelle émission. Je ne crois pas un instant que les Ptolémées aient manqué d'or ou d'argent, comme on l'a dit. Ils en regorgeaient, au contraire. Mais en frappant le minimum indispensable, quitte à créer des moments de pénurie, ils cherchaient à réduire les risques d'inflation. La deuxième mesure qu'ils prirent furent plus draconiennes. L'examen de la circulation monétaire en Égypte et surtout le témoignage des papyrus attestent qu'à partir de la fin du IIIe siècle, la monnaie d'or et d'argent demeurait entre les mains d'un cercle de privilégiés. Les paysans du Nil n'y avaient plus accès. Ils devaient se contenter désormais de monnaie de bronze. L'usage de la monnaie en métal précieux s'arrêtait aux entrepôts d'État où venaient les étrangers. Les agents royaux alimentaient ces entrepôts en réglant paysans et artisans en monnaie de bronze. Pour le roi, c'était tout bénéfice. Dans la valeur du monnaie de bronze entrait en effet une large part de valeur fiduciaire que l'autorité pouvait augmenter à sa guise et elle ne s'en est pas privée. C'est dire que la valeur nominale
d'une monnaie de bronze finissait par l'emporter de loin sur sa valeur intrinsèque. Achetant donc les produits à un prix pour lui très avantageux, le roi revendait ensuite ces mêmes produits contre des monnaies en métal précieux. Il s'assurait ainsi une marge de bénéfice énorme tout en maintenant sans peine les prix de vente à un taux compétitif. Quant au producteur local, il pouvait continuer à vivre. Il payait ses impôts et effectuait les transactions quotidiennes en monnaie de bronze. Mais cette monnaie, toujours menacée par le pouvoir, ne lui ouvrait aucun horizon, car en dehors de l'Égypte, sa valeur nominale n'existait plus et elle était réduite à sa très faible valeur intrinsèque. On ne s'étonnera pas que les Ptolémées aient été regardés comme les rois les plus riches du monde. L'empereur Auguste, lorsqu'il deviendra le maître de l'Égypte après 31, n'hésitera pas un instant à y maintenir intégralement le système si lucratif de ses prédécesseurs. Rien ne sera changé à la condition précaire du fellah égyptien. L'utilisation très poussée de la monnaie procura donc aux Ptolémées des ressources considérables. Leur originalité consista à intégrer la monnaie dans un système d'exploitation destiné à maintenir la rentabilité des monopoles royaux. Nous avons connu récemment des systèmes comparables dans des pays où le visiteur étranger ne pouvait acheter que dans des magasins d'État contre des devises fortes, tandis que la population locale ne possédait qu'une monnaie non convertible. Les Séleucides ont eu un comportement monétaire tout autre que celui des Ptolémées. Comme pour ces derniers, les circonstances ont joué leur rôle. Séleucos Ier, le fondateur de la dynastie, avait constitué son royaume en 3 étapes. En 312, il s'emparait de la Babylonie. En 301, il devenait maître de la Syrie du Nord. En 281, quelques mois avant sa mort, il annexait l'Asie mineure. Dans ces 3 vastes territoires, la monnaie prédominante était alors celle d'Alexandre. Les mercenaires dont Séleucos avait tant besoin ne connaissaient que cette monnaie. Les marchés mésopotamiens, syriens et anatoliens en étaient envahis. Séleucos Ier, après quelques hésitations, prit le parti d'accepter dans ses États cette monnaie d'Alexandre, de la considérer comme sa propre monnaie. Il alla si loin en ce sens que, voulant néanmoins frapper quelques monnaies personnelles, il se contenta de remplacer le nom d'Alexandre par le sien en conservant les types d'Alexandre. Pour l'utilisateur, la différence était minime et devait le plus souvent passer inaperçue. Bientôt, Séleucos fit un pas de plus. Il autorisa aussi, apparemment sans formalité de change, l'usage à l'intérieur de son royaume des monnaies à type personnel que d'autres successeurs d'Alexandre, Démétrios Polyorcte et Lysimaque, se mirent à frapper après 300. Le témoignage des trésors monétaires est formel sur ce point. Séleucos mit donc en place une zone monétaire allant de la mer Égée jusqu'au golfe Persique, dont le corps principal était le royaume séleucide, mais qui englobait d'autres États comme la Macédoine et le royaume de Pergame, la Bithynie et le royaume de Pont.
Ses successeurs ne modifièrent pas cette situation. Ils laissèrent se développer un courant monétaire composé de monnaies à types différents, mais qui cependant avait un trait commun. Toutes les monnaies étaient frappées selon les talons d'Alexandre, si bien que les monnaies des Ptolémées, qui avaient un poids particulier, en étaient exclues. Dans ce courant monétaire, les Alexandres tinrent longtemps une place prépondérante, environ 80% du total. Les Alexandres anciens, frappés par Alexandre et ses successeurs immédiats, furent relayés par des Alexandres nouveaux, frappés par des cités qui avaient choisi d'émettre leur propre monnayage sous la forme de cette monnaie tellement connue. Auprès des Alexandres, les autres numéraires de l'époque font pâle figure, y compris la monnaie royale séleucide, dont vous avez vu un spécimen sur l'écran. Le système que je viens de décrire dura longtemps, avec au IIe siècle un renouvellement des numéraires, mais toujours la même uniformité de poids. Il disparut dans la tourmente qui emporta la dynastie séleucide, minée par des rivalités de prétendants. Un tel système peut être qualifié d'ouvert, par opposition au système fermé des Ptolémées. Il présentait sans aucun doute des inconvénients. Les Séleucides, en admettant libéralement sur leur territoire toutes ces monnaies étrangères, se privaient de la ressource qu'apportaient les opérations de change. D'autre part, dans un système où leur propre monnaie était minoritaire, les autorités séleucides se trouvaient dans l'impossibilité de contrôler le volume des espèces en circulation sur leur territoire. Il y avait donc toujours un risque de moment difficile, soit que le numéraire disponible fût insuffisant, soit au contraire qu'il fût surabondant et que cette profusion amenât un mouvement inflationniste. Mais nous pouvons présumer que les Séleucides trouvèrent de sérieux avantages à l'application, dans le domaine monétaire, de cette sorte de laisser-faire, laisser-passer avant la lettre, qui comportait comme corollaire que tout habitant du royaume avait en principe accès à la monnaie en métal précieux. Le possesseur d'une telle monnaie disposait d'une valeur sûre, ayant cours sur toute l'étendue de la zone monétaire, échangeable à bon prix partout ailleurs. N'était-ce pas le meilleur moyen de permettre des prévisions à long terme et de stimuler ainsi l'esprit d'entreprise, les initiatives privées dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce? Or, l'on sait que plus le mouvement des affaires s'accroît, plus les taxes dues à l'État augmentent, se diversifient et enrichissent le trésor public. Les Séleucides auraient donc misé sur la prospérité générale pour devenir riches eux-mêmes. Il semble qu'ils n'aient pas été déçus. Les fêtes somptueuses données par Antiochos IV en 166 frappèrent l'imagination des contemporains par le luxe déployé et l'étalage des richesses royales. Quant aux habitants du royaume, Poséidonios, un auteur à peu près contemporain d'Antiochos IV, nous donne sur eux un témoignage. Les Syriens, dit-il, sont heureux. Ils vivent dans la liesse et sans souci du lendemain. Le sort de ces Syriens paraît assurément avoir été plus enviable que celui des Égyptiens, brimés par les Ptolémées et privés de tout avenir.
Les idées que je viens de vous soumettre orienteront mes réflexions au cours des années à venir et seront au centre de mon enseignement. Je mesure combien leur mise en œuvre exigera de temps et d'efforts. Mais je garde confiance car je n'oublie pas que je suis dans la maison de Guillaume Budet qui, en 1514, s'acquit un grand renom par la publication en latin d'un traité sur la monnaie romaine. Erasme lui fit pour cet ouvrage les compliments les plus dithyrambiques. Et les savants de l'époque semblent avoir eu le sentiment que l'érudition était devenue une spécialité française. Je ne doute pas de trouver ici, disposant d'un tel patronage, l'inspiration et les forces qui me seront nécessaires. Merci.